Monsieur le Président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Mesdames, Messieurs les membres du groupement professionnel des interprètes et des traducteurs de la Connect, chers honorables invités ici présents ou en ligne, Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai l'honneur et un peu le trac de m'adresser à vous en tant que modératrice de cet événement. Je m'appelle Olfa Derbel, je suis traductrice et membre du groupement professionnel des traducteurs et des interprètes de la Connect. Je tiens tout d'abord à saluer votre honorable présence qui témoigne de la pertinence de la thématique proposée mais aussi de la qualité et de la crédibilité de nos valeureux panélistes. Je savais que j'allais le faire. Panélistes qui vont animer ce débat intitulé « Les implications de l'intelligence artificielle sur les métiers de langue entre impact et intégration ». Donc voilà, en tant que professionnel de ce secteur étroitement lié à ce sujet du jour, nous avons beaucoup d'attentes et nous espérons trouver toutes les réponses à nos questions. Voilà, donc merci pour votre attention. Je cède la parole maintenant à Monsieur Berjap, président de la Confédération des entreprises citoyennes. Merci Yadik Saha, bonsoir tout le monde. Heureux d'être parmi vous, honoré d'être parmi vous. Désolé pour ce retard. Une journée très difficile. Une première réunion avec Saïd Wazir Riyada pour parler de gaming, et la Connect accorde beaucoup d'importance à l'industrie créative. Et donc on a ouvert de belles avenues à ce créneau-là, et on en est fiers. Donc de belles choses sont à venir avec la Connect pour le gaming, qui est un sujet très en vogue dans des pays développés, mais délaissé en Tunisie. Tout à l'heure, on était avec Saïd Kateb Daoulali à l'Intiqal Taqi pour parler justement de transition énergétique. On était en petite guéguerre parce qu'on était un peu critique vis-à-vis de la transition énergétique, vis-à-vis de la politique de l'État. Et donc, on est arrivé à trouver une voie d'entente et une solution à notre consultation nationale. Donc beaucoup d'arbitrage, beaucoup de beaux challenges. Entre autres, aujourd'hui, on est donc parmi vous à parler d'autre chose, de la langue, de la beauté de la langue, de l'intelligence artificielle. Déjà, avant même l'intelligence artificielle, en un clic avec l'informatique, on passait d'un continent à l'autre, les mots passaient d'un continent à l'autre avec une rapidité, et on n'avait plus besoin de ce qu'on faisait avant même l'informatique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle lève la barrière de la langue. L'intelligence artificielle ouvre aussi des voies et des avenues de développement kbar barsha. Et lorsque cela est couplé par deux, voilà, et pris en charge, voilà, et traité par deux groupements non des moindres, qui sont des groupements élitistes, là, wallah, Anna Connect, le groupement des interprètes, présidé par une très chère amie qui a fait beaucoup de travail en si peu de temps, contre vents et marées. C'est son premier événement à l'échelle nationale. Là, wallah, personne ne parle de cette partie qui a fait de la Tunisie de très grands noms, qui a mis la Tunisie en orbite sur plusieurs événements internationaux. Et donc, je suis très content d'être parmi vous, Ahlem. Bravo pour tout ce que vous êtes en train de faire, toi et ton équipe, naturellement, mais aussi le groupement d'intelligence artificielle, le CIA, le groupement de Connect Innovation Act. Donc, parmi le programme, ce matin à 9h du matin, j'étais, Marie et moi,
à Startup Village pour faire un partenariat avec ce beau produit pour les startups tunisiennes. Donc ça aussi, Marim aussi a fait partie de cette journée très chargée. Donc très content. Lorsqu'on était avec eux il y a une semaine pour présenter ce qu'ils sont en train de faire dans ce groupement-là, vraiment, on a découvert de très, très, très beaux projets, à très forte valeur ajoutée. Ils ont parlé d'agritech, ils ont parlé de santé, ils ont parlé de tokenisation. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Je ne vais pas rentrer dans les détails et spoiler parce que je n'ai aucune idée sur ce sur quoi vous avez discuté, mais j'ai tenu à être là. Parce que j'accorde beaucoup d'importance à ce que tu fais, ça, Ahlem, parce que je sais qu'il y a de la qualité, à ce que font tes équipes, on fait les réseaux sociaux, et je suis vraiment sous le charme de la qualité de votre travail. Encore une fois, merci de m'avoir permis d'être là. Merci d'être vous ici parmi nous. Je vous invite, je vous dis marhaba bikum and ghirna. Merci pour le dot de nous accueillir toujours si gentiment. Et voilà, bonne conférence, bons échanges, Inch'Allah يكونوا fructueux. Je passe la parole à qui? À Sifa aussi. Donc merci encore une fois, Yatikom Saha, et encore une fois désolé pour ce retard. Maître Yatik Saha. Qu'est-ce que je peux encore rajouter, maître? Khadit le Kolchei, je n'ai plus rien à dire, franchement, mais merci beaucoup, merci surtout pour votre présence, l'Khadit Louart, parce que ça le fait, les mots que vous venez de dire, bien sûr, ne font que nous encourager, nous, Ma'ashar al-Mutarjmin, la tribu des interprètes, des traducteurs, Ma'atachala pour aller de l'avant. J'aimerais bien sûr en leur nom, je vois beaucoup de collègues, de confrères, de consoeurs, je ne sais d'ailleurs même pas pourquoi j'ai été choisi, je suis peut-être le plus chauve, le plus gros, mais Ahlem Qatli Fawzi, tu donnes le mot d'ouverture, Habit en leur nom. Ben voilà, je renvoie, alhamdoulilah, alhamdoulilah. On parlait de... C'est notre club privé, là. Donc, excusez-moi, je vais parler en français. On doit avoir des interprètes dans la salle pour traduire, pour les arabisants. Mais sinon, non, mais vraiment, leur nom, à tous et à toutes, tous ceux qui sont là, qui sont pas là, qui sont offline. Il y a des gens qui nous suivent, mais ça doit être sur Zoom. Salut, donc, qui sont en train de nous suivre. Marhaba bikum, je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde, à tout, bien sûr, tous les amis. Je cite monsieur le directeur de Cervantes, qui nous fait vraiment l'honneur de se joindre à nous. C'est vraiment un très grand honneur et un grand plaisir. Je vois Selim, notre confrère, collaborateur, ami, qui représente, alors, c'est le groupement des agences d'organisation d'événements, TCB, plus ou moins. Merci beaucoup. Yatik Saha, voilà. Donc, Tunisian Convention Bureau. Et j'aimerais, donc, si vous le permettez, moi aussi, maître, je veux vraiment, en votre nom aussi, remercier notre vaillante présidente, vraiment, qui s'acharne depuis plus d'un an, un peu plus d'un an, pour rassembler, pour regrouper, comme l'indique notre nom, groupement, pour regrouper les interprètes de tous bords, les traducteurs de tous bords, parce que nous, en fait, c'est plusieurs métiers, c'est pas un seul. On est interprète consécutif, on est interprète de conférence, on est interprète de sous-titrage de films, on est interprète de téléphone, on est traducteur traducteur écrit, on est plusieurs, on a plusieurs profils, et Ahlem Yataha Saha avec son équipe qui fait tout contre, enfin, je dis pas contre vent et marée, mais je dis contre beaucoup de résistance, je dirais, pour réunir tout ce beau monde ensemble. On n'est pas nombreux en fait, mais c'est assez. Donc Yataha Saha et l'événement d'aujourd'hui en est la belle preuve. Comme je l'ai dit, bien sûr, notre groupement, c'est un groupement qui essaie de réunir tout ce beau monde pour plusieurs raisons. Bien sûr, les objectifs, on les connaît tous, mais c'est surtout pour renforcer les compétences et pour qu'on puisse tous, comme on dit en anglais, lire tous de la même page. Pour qu'on ait le bon niveau. Barkallah, quand je vois des jeunes qui sont là, qui n'ont même pas encore démarré leur carrière, qui sont là avec des personnes plus âgés qui sont peut-être, vers la fin, mais qui ont une belle carrière derrière eux, alhamdoulilah, je pense que l'avenir est garanti. Je ne sais pas, ça va dépendre bien sûr de ce que va dire Siamine, Marim et Razi, bien sûr, avec cette nouvelle menace. Et c'est surtout, pour pas être lent, c'est surtout le groupement, l'objectif, c'est de pouvoir suivre les développements, les évolutions dans le monde, développement scientifique, technique, technologique, politique, économique, parce qu'on touche un peu à tout, comme vous le savez. Et d'où vient ce sujet très pertinent aujourd'hui,
l'intelligence artificielle. Je dis ça en arabe, je l'ai fait exprès. Est-ce qu'on va disparaître un jour? Je ne sais pas, Mariam va peut-être nous répondre, Yamine va peut-être nous répondre. Et donc, j'aimerais, en votre nom, encore une fois, marhaba bikoum. Et j'aimerais maintenant repasser la parole à mon ami Olfa pour présenter nos panélistes. حبيت نرحب زاد معنا نائب الرئيس نتاعنا تاع منظمتنا السي حسن وجود بالمصطفى وزوز اعضاء مجلس التنفيذي معنا سي كريم حراس ولا منجيه عماره دونك مرحبا بكم الناس الكل عايشكم. Et puis j'ai remarqué que le panel كي نجي نحسب زوز رجال وزوز نساء دونك تبارك الله عليك برافو. Maintenant, on va passer à nos chers panélistes. Donc, on va commencer par Monsieur Émile Qarqni, qui dirige le département engineering à Instadip et qui travaille sur le déploiement de l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes de tous les jours. Donc, Monsieur Qarqni traitera l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de création de contenu. Et puis, on va enchaîner avec Madame Mariam. Donc, Samahni, donc, je préfère vous présenter un par un. Donc voilà. Donc, tfadal, Monsieur Qarqni, vous avez la parole. Ok. Pour commencer, merci pour l'invitation, merci Ahlem pour cette opportunité. Je suis de court passage en Tunisie et pour 3 jours et bon, elle a essayé de me choper pour cette présentation. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de l'impact de l'IA sur les industries créatives en général. Comme elle m'a présenté, je dirige le département engineering Instadip. Le rôle de mon département, c'est d'accompagner nos clients hors biologie, historiquement, sur tout ce qui est décision en milieu industriel. Donc, on a des grands noms comme clients, comme Deutsche Bahn, comme des assurances aux US, comme Frankfurt Airport, Total, enfin, plein de corporates en Europe et aux États-Unis. Et en gros, on essaie de résoudre des problèmes d'optimisation en utilisant de l'intelligence artificielle. On fait aussi partie depuis 1 an du groupe BioNTech, qui est connu pour le vaccin du Covid. On a été acquis il y a 1 an par BioNTech, étant la plus grande acquisition d'une entreprise d'intelligence artificielle dans la région MENA, Europe and MENA, Middle East and Africa. Aujourd'hui, on est 400 personnes réparties sur 8 pays, si je compte bien, et principalement constitués d'ingénieurs et de chercheurs. On est peut-être à 80% d'ingénieurs et de chercheurs. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu pourquoi l'IA c'est important, pourquoi ça va changer le travail de tout le monde. Il n'y a pas un métier, vous pouvez me citer au hasard un métier qui ne va pas être impacté par l'IA, y compris le mien, qui est... Même maman, je suis pas sûr. On faisait ce petit jeu il y a quelques années avec Karim, notre CEO. On choisissait un métier au hasard. On essaie de voir, ok, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut pas être attaqué par de l'IA? Et vraiment, c'est très difficile de ne pas en trouver. Ça ne veut pas dire que des métiers vont disparaître, mais les métiers vont changer. C'est ce que j'essaierai d'expliquer un peu aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que l'IA est soudainement devenue une révolution? Il y a 3 raisons pour ça. La data. Donc, avec l'apparition d'Internet, de la digitalisation des entreprises, de la vie de tous les jours, des social media, en fait, on commence à collecter, dans notre vie, on laisse une empreinte digitale presque à chaque seconde. Et ça fait qu'on collecte des datas presque sur tout, des choses dont on s'en rend même pas compte. Donc ça fait qu'on a maintenant des volumes de data qui sont monstrueux.
L'autre révolution, c'est le compute. Je pense beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler de la loi de Moore. C'est une conjecture que l'un des fondateurs d'Intel avait définie dans les années 70 ou 60. Que la puissance de calcul augmente double tous les 18 mois. Et c'est une métrique qui a été plus ou moins maintenue depuis, même si il y a eu des limites physiques comme en semi-conducteur, mais les ingénieurs sont toujours inventifs pour trouver d'autres manières de gagner de la puissance de calcul. Et donc ça, c'est un trend, je vais vous montrer tout à l'heure une courbe qui même revient jusqu'aux années 30, là où il n'y avait pas encore d'ordinateur. Et l'autre révolution, c'est les modèles. Donc on a aussi eu des breakthroughs sur la modélisation qui ont aussi accompagné ces deux révolutions. Et la combinaison des trois a fait que l'IA est devenue quelque chose d'important. La révolution a commencé en 2012. Pourquoi 2012? Parce qu'il y avait un genre de compétition entre chercheurs pour voir si une machine peut battre l'homme sur la reconnaissance d'images. Donc, il y a une chercheuse en l'université de Chicago qui a collecté 1 million d'images qu'elle a fait labelliser par des humains. Et cette database qu'on appelle ImageNet a été utilisée pendant des années pour chaque année benchmarker, faire une compétition, un gros hackathon entre chercheurs qui arrivent à classifier ces images de façon performante. Et donc, à partir de 2012, on commençait à battre l'homme, donc avec ce qu'on appelle le deep learning. Voilà, quelque part comme ça, un peu comme ça. Vous pouvez voir par exemple ici la progression du compute et la projection de la progression du compute. Je donne un exemple. Cette année, NVIDIA a annoncé son B100 qui est en gros le double de la puissance de la même machine qui est commercialisée actuellement. Et le cycle entre la H100 qui a été annoncée l'année dernière et cette année, c'est même pas en 18 mois, on a doublé la puissance pour le même prix. Donc ça, c'est la projection un peu de Kurt Kurzweil, qui est l'un des philosophes qui explique depuis, même avant l'IA, depuis les années 90, que l'intelligence de la machine va à un certain moment dépasser l'intelligence de l'homme. Et avec cette courbe, il essaie de projeter. Et jusqu'à maintenant, ces projections sont plus ou moins correctes. Okay. Il sait pas trop. En tout cas, on va dans la trajectoire qu'il annonce. Et ça explique le coût du compute et comment il a progressé. Et vous pouvez voir que c'est une log. Donc la courbe, c'est pas linéaire, ça, c'est logarithmique. Aussi, l'efficacité des modèles d'IA double presque tous les 16 mois, même c'est en train de s'accélérer encore plus. Ce qu'on faisait l'année dernière avec ChatGPT 4, qui faisait à peu près 170 milliards de paramètres, on arrive aujourd'hui à le faire avec 30 milliards de paramètres. Le nombre de paramètres, c'est un peu la taille du neural network. Donc c'est pareil, c'est en train de s'accélérer de partout. Donc ça, c'est quelque part pour expliquer où on est. On est encore ici, même si on pense que ça progresse rapidement. Si on suit toutes ces trends, ce qui nous attend, c'est ça. Donc si on n'est pas préparé à ce roller coaster, ça va être un peu violent. Donc, je vais donner quelques exemples comment l'IA est en train de générer aussi des frayeurs, des mouvements sociaux, des mouvements de travailleurs, parce que c'est en train de changer fondamentalement
leur travail et comment les gens réagissent et quelles sont une vision un peu optimiste de comment gérer ce genre de situation. Donc, un peu comme la révolution industrielle qu'on a eue au 19e siècle, qui est allée vers le travail ce qu'on appelle blue collars. Aujourd'hui, on est en face d'une révolution qui est vers l'automatisation du travail des white collars, qui jusqu'à aujourd'hui sont un peu la classe privilégiée dans la société. Et toutes les économies avancées, en gros, le service représente 60 à 70% de l'activité économique, et c'est là qu'on crée les richesses. Maintenant, l'automatisation, est-ce que ça va finir par la même chose? Bon, on va voir. L'un des premiers mouvements qui a un peu surpris, c'est toujours à la Silicon Valley en Californie qu'on voit les premiers prémices des chocs sociétaux de révolution technologique. C'est la Writer Guild de Hollywood qui a fait une grève de 5 mois, il y a presque une année. Et la grève, le sujet de la grève, c'était l'IA. Il y a la paye et les accords de rémunération des écrivains, mais le fond du sujet était que les écrivains, les scénaristes et les écrivains qui aident la production les séries TV qu'on voit sur Netflix ou les films hollywoodiens étaient en grève. C'est un système très régulé, donc depuis presque un peu moins d'un siècle, il y a des accords pluriannuels entre les studios et les écrivains sur comment ils sont rémunérés, le nombre d'auteurs qui participent à un film, c'est hyper réglementé. Et les studios commençaient à pousser que voilà, on va vous remplacer par de l'IA et que vous allez tous faire dans votre job si vous ne baissez pas vos prix. Donc il y a eu un vrai mouvement social autour de ça. Au final, les écrivains ont gagné, c'est déjà ça. Et l'accord, en fait, le fond de l'accord était de réguler comment l'IA va être utilisée et le volume d'automatisation qu'ils doivent accepter et la rémunération des auteurs qui est liée à ça. Donc tout ça a été réglementé dans un accord et maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez un film d'Hollywood ou une série sur Netflix, une partie du scénario a été écrit grâce aussi à de l'IA, mais en collaboration avec des auteurs humains. Un autre exemple qui a un peu fait les news récemment, c'était en février, c'est BuzzFeed. Si vous connaissez, c'est un clickbait site. En gros, c'est de la presse cheap qui historiquement ne paye pas trop ses contributeurs. Donc les journalistes qui écrivent des articles sur BuzzFeed, vous pouvez voir la qualité, elle est vraiment très basique. Donc ils se sont dit, vu qu'on ne crée pas beaucoup de valeur, pourquoi on a besoin de ces gens? On va les remplacer par de l'IA. Et ils ont viré 12% de leurs employés pour les remplacer par ChatGPT. Il y a d'autres exemples, même dans le software, des entreprises qui claiment, ils ont viré 40% de leur effectif pour remplacer leurs ingénieurs par de l'IA. Et des exemples comme ça sont pléthores ces jours-ci dans le métier. Ce que je veux dire par ça, c'est que dans tous ces exemples, en général, les métiers qui sont les plus vulnérables sont les métiers où on ne crée pas suffisamment de valeur. Et c'est ça un peu le challenge et ce que j'essaie de promouvoir dans un peu mon discours, c'est que si on veut être immunisé un secteur ou un pays ou une économie à l'IA, il faut qu'on pousse les gens et à les former, à monter en chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate déjà dans plein de secteurs, c'est que les métiers qui sont les plus à risque d'être remplacés, c'est en fait les entry-level jobs. En gros, ce qu'on faisait avant avec des stagiaires, ce qu'on faisait avec des débutants. Aujourd'hui, la plupart des entreprises essaient d'automatiser et ou travaillent à automatiser ça avec de l'IA. Mais ça pose un problème futur. Aujourd'hui, les entreprises qui font ça regardent
le rendement un peu immédiat ou court terme, mais ce que ça va engendrer, c'est qu'on aura de plus en plus de mal à former les gens, parce qu'en gros, les entry-level jobs, c'est un peu le chemin pour devenir un expert dans 5, 6, 10 ans. Et ce qui va arriver, et ce qu'on voit par exemple dans le métier du software, c'est que l'expertise devient de plus en plus chère. En gros, l'écart entre être expert et entry level va encore plus augmenter. Parce que pour devenir expert, il n'y aura plus de chemin un peu balisé comme aujourd'hui. Il faudra une volonté un peu supplémentaire de la personne, et les systèmes qui vont accompagner dans l'enseignement et dans l'entreprise ne vont pas forcément suivre ce cycle-là. Donc on va avoir des gens qui seront beaucoup mieux payés peut-être qu'aujourd'hui, mais aussi on aura de la difficulté à former parce qu'on va créer une pénurie quelque part d'experts. Mais les entry-level jobs vont devenir de plus en plus rares parce qu'ils seront en compétition avec la machine. Il y aura aussi d'autres nouveaux métiers qui vont être créés parce que, par exemple, dans l'industrie créative, un exemple, faire un designer, avant, on devait recruter une agence, même pour faire un PowerPoint pour une corporate presentation. Maintenant, avec de l'IA, même si quelqu'un comme moi qui n'a pas de skill graphique, je peux prendre un assistant en IA, expliquer les idées que je veux, et je peux avoir un draft que je mets dans mon PowerPoint. J'ai plus besoin de passer par mon équipe de design pour faire mes PowerPoint. Mais je l'ai pas fait. Même si ici, je peux revenir en arrière. Hop, ouais. Ça a été généré par l'IA. Donc, on va avoir cette facilité à faire de la création va aussi créer de nouveaux métiers. Exemple, quand les social media sont apparus, on a eu l'apparition d'un nouveau métier qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est community manager, et c'est devenu même un bon community manager se monnaie très cher. Donc, pour être un peu optimiste, et j'espère ne pas avoir plombé l'ambiance, c'est que la technologie, déjà, elle avance à une vitesse infernale. Les sociétés prennent du temps à s'adapter à la technologie. Un exemple qu'on peut prendre de l'histoire, c'est la machine à vapeur ou Internet. Quand ces technologies sont apparues, l'adoption et la transformation économique qu'ont subi les économies suite à ces révolutions ont pris du temps, des fois plusieurs décennies. Internet, c'est apparu dans les années 90. La vraie transformation sociétale pour Internet, c'est venu vers fin des années 2010, alors que tout était prêt dans les années 90. Pareil pour la machine à vapeur en Angleterre, ça a pris du temps pour que ça devienne... on peut même revenir à ce que la machine à vapeur a été inventée en Chine et il n'y a pas eu de boom économique derrière. Donc, en fait, les sociétés prennent du temps à adopter des technologies et quelque part, on a quand même, en tant que société, en tant qu'économie, le temps de se préparer à cette révolution. Un autre aspect qui peut prêter aussi à un peu d'optimisme, dans les années 60, quand la calculatrice a été inventée. Vous pouvez revenir peut-être à des archives d'articles, on disait que le métier d'ingénieur allait disparaître. Pourquoi? Par exemple, les ingénieurs étaient principalement des ingénieurs génie civil à ce moment-là, passaient leur temps à faire des calculs sur papier. Si on prenait le temps d'un ingénieur à l'époque, il passait peut-être 90% de temps à faire des équations, à faire des calculs, et c'était pour ça qu'il était rémunéré. On disait que les ingénieurs de génie civil allaient disparaître. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a même un manque d'ingénieurs de génie civil par rapport aux besoins. Donc, mais leur métier s'est transformé. Ils s'occupent de choses où il y a plus de création de valeur. Et ça revient un peu à ce que je disais avant. Pour qu'on puisse être résilient à cette révolution qui vient, il faut pousser vers une création de valeur
et aller plus haut dans la chaîne de valeur économique. Enfin, pour finir, si vous voulez un peu vous garder un œil sur ce qui se passe en IA et les révolutions, mais d'un point de vue plus économique, sociétal, je conseille ces deux ressources. Donc il y a un podcast qui est disponible sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast, ça s'appelle Hard Fork. C'est deux journalistes du New York Times. Donc c'est des journalistes, hein, c'est pas des ingénieurs, qui parlent un peu de l'impact de l'IA, de la technologie sur la vie de tous les jours. C'est un podcast qui a beaucoup de succès et il attaque un peu le sujet de divers aspects, c'est pas que de l'aspect technique. Et l'autre ressource qui est un peu plus technique, c'est TLDR AI, donc c'est une mailing list où vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous recevez tous les jours un résumé de ce qui se passe en IA. Vous n'avez pas à vous casser la tête à chercher l'info. Ouais. Merci beaucoup et Merci, Emin Qarqni. Atik Saha, c'est pour la présentation, très percutante, pas très rassurante. Donc, merci bien tenté pour la note optimiste de la fin, mais donc on va enchaîner avec. Je donne la parole à Mariam. Merci. Alors, bienvenue à tous. Merci pour cette invitation, Madame Ahlé. Je suis Mariam Abdjawed, membre de la Connect et membre fondatrice du groupement Connect Innovation Act, alias CIA. Et donc, merci Emin pour cette présentation. Et donc, comme voilà, l'intelligence artificielle, c'est le sujet de toutes les stations, de toutes les radios, de toutes les télés, de toutes les manifestations. Et c'est vrai que ça suscite vraiment un pêle-mêle de sentiments et un face-à-face entre des technos prudents et des technos enthousiastes. Alors les premiers, ils ont tendance, les premiers craignent que les premiers craignent que cette intelligence artificielle ne renforce les inégalités, ne porte atteinte à la souveraineté des pays, surtout en termes de données. Quand on parle de souveraineté et quand on est un pays consommateur d'intelligence artificielle, et que ça aussi accentue les déséquilibres, le déséquilibre parce qu'il est là, sociétal, et que ce mouvement-là ne puisse in fine être profitable qu'à une minorité. Alors de l'autre côté, on a des techno-enthousiastes, et ceux-là, ils veulent aller très vite. Ils veulent expérimenter, ils veulent découvrir de nouveaux usages, de nouveaux produits. Et ce qui est vrai, et ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle, nous devons l'appréhender, nous devons l'expérimenter, nous devons la tâtonner pour en tirer les meilleurs usages et les meilleures formes pour servir notre ambition. Alors l'intelligence artificielle ne date pas d'aujourd'hui ou de l'apparition de certaines formes. Et en fait, elle date des années 1950. Alors en 1950, par exemple, le mathématicien et cryptographe Alan Turing s'est intéressé sur la capacité d'une machine à imiter un humain. Bon, ça n'a pas abouti, mais ça va venir. Hein. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Hein. En 70, le système américain MySyn diagnostique des maladies du sang, arrive à diagnostiquer des maladies du sang. En 84, on a la toute première construction d'un premier véhicule autonome, le Navlab. 97, l'impressionnante victoire de la machine Deep Blue sur le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Et 2011, le fameux assistant Siri, intégré sur les iPhones. Plus récemment, une autre défaite d'un autre champion, Kiji au jeu de Go, face à la machine AlphaGo. Tous ces événements-là ont été décrits à un certain moment
comme une intelligence artificielle. Et là, depuis la fin de l'année 2022, il y a l'apparition de ChatGPT, d'OpenAI. Et là, on parle d'un autre tournant, de l'intelligence artificielle générative, d'un terme nouveau, de quelque chose qui a accéléré cette transformation-là, notre compréhension de l'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce qu'elle est générative? Parce que tout simplement, grâce à cette intelligence-là, nous pouvons générer du contenu. Alors sous forme de texte, sous forme de son, sous forme de vidéo, sous forme même de code. Et donc, c'est cette intelligence artificielle générative, elle est vraiment un tournant majeur de toutes les innovations et de l'intelligence artificielle. Pour plusieurs raisons. D'abord, on utilise des applications qui sont d'une grande simplicité, donc des interfaces très faciles à utiliser, ergonomiques. On peut parler vocalement, on peut textuellement. Et puis la génération de contenu qui est rapide, elle est instantanée, avec du contenu qui est généré réaliste. Il y a un enchaînement d'idées, il y a des propos qui sont clairs, nets. Et puis, même ces modèles-là arrivent, ils ont une aptitude importante d'accomplir des tâches assez complexes, telles que dans le domaine très délicat de la médecine. D'accord, l'intelligence artificielle est une révolution technologique incontournable. Elle a des effets sur l'économie, sur l'environnement, sur la culture, sur la santé, sur tout. Tous les pans de notre société sont concernés par cette révolution et le seront davantage, tant son potentiel est considérable. Mais, toutefois, il y a un mais, et forcément, l'IA ne doit ni susciter un excès de pessimisme, ni susciter un excès d'optimisme. L'IA, aujourd'hui, on n'aura pas, grâce à l'IA, une anticipation massive du chômage. On n'aura pas non plus une croissance automatisée de la croissance économique. L'humain ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr. Et surtout, l'intelligence artificielle, elle ne réglera pas les défis. Tout l'ensemble n'est pas une solution, elle ne réglera pas, tous les défis de notre société. Ceci dit, on a un devoir de justement expérimenter cette intelligence artificielle. Donc, pour la question, est-ce que l'IA, elle est créatrice ou destructrice des métiers? Donc, il faut comprendre que l'IA est un outil pour effectuer une tâche bien précise. Elle le fait d'une manière impressionnante et inégalable. L'automatisation de ces tâches décrites par des chercheurs comme un moteur essentiel de la croissance économique implique deux effets contraires à l'emploi. Alors, on a un premier effet, qu'on appelle un effet d'éviction, qui est causé justement par l'automatisation de ces tâches, qui déplace certaines tâches du travail de l'humain vers la machine. Donc, ce qui forcément tend à détruire des emplois. Mais on a l'autre effet, qui est un effet de productivité, dans lequel l'automatisation augmenterait la productivité des individus. Pourquoi? Parce qu'on a légué à la machine les tâches les plus ingrates, les tâches où l'humain n'a vraiment pas de valeur ajoutée dessus. Et donc, ce qui conduirait à une augmentation du rapport qualité-prix des services et des produits qu'on offre aux consommateurs. Donc, à une plus grande, donc à une demande plus élevée, et in fine, davantage d'embauches et la création de nouvelles tâches. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est face à un effet d'éviction? Est-ce qu'on est face à un effet de productivité? Qui va l'emporter sur l'autre? Eh bien, la seule solution, c'est de faire de mettre une stratégie sur le plan national pour comprendre exactement notre ambition de cette intelligence artificielle et pour comprendre là où elle va y aller. Est-ce que l'un ou l'autre des effets va l'emporter sur l'autre? Donc, Ouni, j'ai cru bon de vous mettre un graphique
qui est tiré de la dernière analyse de la commission française, qui ont mis en place toute une stratégie pour la France. Bon, j'ai trouvé, on n'a pas de stratégie, donc j'ai copié sur les Français pour au moins, voilà, pour faire un peu le benchmark. Et donc là, ce graphique-là, il montre l'effet attendu de l'intelligence artificielle sur les métiers, mais en France. Et on va un peu extrapoler par rapport à la Tunisie. Et donc, c'est un graphique qui montre le rapport entre le degré d'exposition de l'intelligence artificielle, du métier à l'intelligence artificielle, par rapport à la part des tâches qui sont peu susceptibles d'être remplacées. Et là, ce qui est bon dans ce graphique, et ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils mettent justement la lumière sur le rôle d'interprète. Et là, le graphique, il dit que plus vous êtes en haut du graphique, plus vous êtes exposé à l'intelligence artificielle. Et donc, là, le métier d'interprète, il est fortement exposé justement au métier, à l'intelligence artificielle. Toutefois, plus on se met à droite du graphique, plus la part des tâches sont difficilement automatisables. Et donc, ce qui veut dire que pratiquement 70% des tâches du métier d'interprète ne seront pas remplacées par l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'étude française. Hein. Ça, c'est en France. Alors, un deuxième graphique que j'ai cru bon de vous mettre, et ça émane aussi de l'étude française. Et là, on a l'exposition et la complémentarité, parce qu'on va parler de complémentarité dans les tâches des professions artistiques à l'intelligence artificielle, et je l'ai mis parce que le métier de traducteur est dans le vif du sujet. Et donc, ici, c'est en fait un rapport entre la complémentarité du métier avec l'intelligence artificielle en rapport avec l'exposition à l'intelligence artificielle. Et donc, plus les métiers sont situés sur la droite du graphique, plus ils sont composés de tâches susceptibles d'être automatisées par l'intelligence artificielle. Et plus les métiers se trouvent en haut du graphique, plus ils sont complémentaires parce qu'il y a des tâches qui peuvent être automatisables et d'autres non. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le métier de traduction, finalement, d'après l'étude française, le métier est fortement complémentaire à cette intelligence artificielle puisqu'il comporte une part importante de tâches non automatisables. Et donc, pour finir, il faut se dire que toutes les innovations technologiques devront finalement accorder de l'importance à l'être humain et servir le citoyen et rendre l'humain, lui rendre sa place de centre. Et donc, même dans l'industrie, aujourd'hui, même dans l'industrie, ça fait 20 ans qu'on parle d'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est une industrie l'industrie 4.0, c'est une industrie qui repose sur de l'intelligence artificielle aussi, sur l'automatisation, sur la robotisation, sur l'IoT, etc. Et ça a marché. Et il y a eu de la croissance. Et les entités qui ont été dans l'industrie 4.0 ont prouvé l'efficacité de cette industrie-là. Mais là, ça fait 2 ou 3 ans qu'on parle d'industrie 5.0. Et c'est quoi l'approche de cette industrie-là? C'est de remettre l'humain au centre de toute cette sphère-là. Donc voilà, j'espère avoir donné un peu d'espoir. Ce qui est important, en tout cas à mon sens, c'est que l'intelligence artificielle, elle est vraiment complémentaire au métier et qu'il faut vraiment essayer de s'y mettre et de la rendre aussi utile pour votre métier. Voilà. Merci. Merci Mariam Abdjawed pour cette touche d'optimisme. Merci beaucoup. Alors maintenant, je donne la parole à Razi Deli, qui est professeur universitaire et qui est aussi traducteur. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci. Donc, je salue tout le monde. Tout d'abord, je dois rendre hommage à Connect pour cette merveilleuse occasion de se voir après une longue absence
parle de mes collègues que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je remercie notre chère Ahlem pour tous ses efforts qu'elle ne cesse de déployer pour, bien sûr, tout d'abord pour avoir réussi à créer notre Connect et puis avoir pu réunir tout ce monde. Merci à Connect d'être avec nous dans cet effort. Je salue aussi mes collègues interprètes et traducteurs, ceux qui sont là avec nous, présents, et ceux qui ne le sont pas. Au début, j'ai préparé ma présentation en anglais et puis Ahlem m'a rappelé à l'ordre et qu'il fallait que je m'exprime dans la langue de Molière, que je vais faire avec plaisir et, bien sûr, avec la permission de mon cher collègue Lemine, qui détient toujours les clés de la cabine française. Et donc, voilà. Mon discours va être très différent du discours adopté par mes chers prédécesseurs, en ce sens que mon discours va se focaliser sur l'aspect technique de la traduction et voir à quel, si vous voulez, à quel degré cette profession sera menacée dans le futur proche ou lointain. Pour ce qui est de la traduction, pour nous, c'est tout d'abord, je vais parler de deux volets, la traduction en tant que traduction écrite et puis l'interprétariat. Mais avant ça, je vais faire un petit flashback pour revenir aux années 80. Aux années 80, là où l'ordinateur était assez balbutiement. Je me rappelle, à l'époque, j'étais aux États-Unis et j'étais fortuné, moi et mes collègues IFSers, c'est-à-dire la Sonia, le Nabil, qui d'autre? Oui, Ahlem. Donc on a eu la chance d'être aux États-Unis, là où pendant les années 80, l'ordinateur et l'informatique faisaient partie du cursus scolaire. Et là, on a commencé à voir, si vous voulez, ce gigantesque appareil qui est l'ordinateur qui commence à faire son apparition. Et la question qui se posait à l'époque, où va notre monde avec cette innovation? Et bien sûr, la première appréhension, la première inquiétude, c'était où est-ce que nous sommes vraiment menacés côté professionnel. On a pensé à l'industrialisation, à la perte des emplois, mais on a pu plus tard découvrir que les ordinateurs, la mécanisation et l'automatisation de l'industrie n'a pas, si vous voulez, conduit à un grand chômage et que finalement on s'est adapté à ce phénomène. Alors, de retour en Tunisie, j'ai contracté le virus de la traduction lors de mes études universitaires, là parce qu'on nous enseignait la stylistique comparée. Je me rappelle d'un certain Jocelyn qui nous a fait aimer, si vous voulez, cette matière. Il y avait aussi la traduction de l'arabe vers le français, vers l'anglais. Et c'est là où on avait pour tout bagage et pour tout outil les dictionnaires qui se faisaient rares et qui étaient gros comme si vous voulez, et lourds. Et chanceux ceux et celles qui pouvaient avoir accès à un dictionnaire qui nous aiderait à accomplir notre tâche. Moi, personnellement, j'avais la chance de mettre la main sur un certain Jarwen Sebr, qui est une maison d'édition libanaise, et j'avais la chance de pouvoir travailler même en tant qu'étudiant sur les trois langues, l'arabe, le français et l'anglais, parce que ce dictionnaire était trilingue. Et je croyais naïvement que maîtriser le lexique suffisait pour être un bon traducteur, chose qui s'est avérée une illusion plus tard, et que seule la pratique pourrait nous aider à exceller dans ce domaine. Alors, plus on avance et plus on découvre la complexité de ce métier. Alors,
Avec le temps, nous avons pu voir l'arrivée et l'émergence des machines de traduction et la traduction automatique. Au début, c'était aussi une source de peur et de crainte, mais très vite, on a su nous adapter, on a su, si vous voulez, fructifier cet outil important et on a commencé à utiliser cet outil pour la traduction écrite. Maintenant, je vais revenir au côté technique pour la distinction entre le domaine de la traduction et l'interprétariat. Pour ce qui est de la traduction, l'intelligence artificielle et la traduction machinale ou automatique a pu vraiment faire ses percées au niveau de la fonction expressive, surtout sur la fonction descriptive du texte ou du contenu à traduire. Je vais expliquer ça avec plus de détails. À chaque texte, il y a une fonction. Et les trois, si vous voulez, fonctions principales des textes, c'est la fonction expressive, descriptive et vocative. Sur le descriptif, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est fait statique, l'intelligence artificielle a pu percer et faire, si vous voulez, des progrès énormes au point où on peut voir, si vous voulez, des réalisations formidables de l'intelligence artificielle. Là où l'intelligence artificielle et la traduction automatique a vraiment failli un petit peu, je sais, je ne parle pas en connaissance de cause pour ce qui est du progrès à avoir dans le futur proche ou lointain, mais je sais que au niveau vocatif, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de traduction libre, là où l'aspect culturel entre en application, il y a des difficultés majeures que les machines ont rencontrées et cela ne me surprend point. Et c'est pour cette raison que on pense aussi, après les statistiques optimistes de notre collègue, rassurantes, que 70% des métiers des traducteurs et des interprètes vont survivre, si vous voulez, à cette invasion informatique. Je reste aussi confiant que pour le domaine de l'interprétariat, là où aussi il y a d'autres facteurs autres que la connaissance factuelle qui viennent intervenir. Je parle aussi du côté sensoriel qui peut échapper à la machine, le côté émotionnel qui peut aussi constituer un vrai problème pour la machine. Tous ces obstacles-là peuvent, si vous voulez, faire en sorte que le métier d'interprète et que la succession pour ce métier n'est pas pour demain. Je l'espère, comme vous tous ici présents, mais on reste toujours sur nos gardes parce que le progrès ne s'arrête pas. Et si vous voulez, je reste confiant quant à l'avenir de notre métier. Juste une petite référence à ce qu'a été le passé récent de la progression technologique dans le domaine informatique. Vous savez tous que les avions aujourd'hui, dans le domaine de l'aviation, les avions sont guidés par une programmation et que l'avion, dès son départ, peut faire son cap à l'aide d'un ordinateur qui dirige presque toutes les opérations et que le pilote se contente d'être là pour surveiller et faire le monitoring sans plus. Mais que malgré cette avancée technologique énorme, il y a eu des grabuges, il y a eu des incidents. Les incidents qu'on vient de voir il y a quelques années avec le crash de 2 avions qui étaient des avions tout à fait neufs, des Boeing 737-800 MAX produits par la compagnie Boeing, qui étaient très fiables, des avions qui ont enregistré des accidents qui ont coûté la vie de plus de 340 personnes. Pourquoi ? Parce que le système ou le logiciel qui dirigeait l'avion a contourné, si vous voulez, le contrôle du pilote sur le système de l'avion
et par conséquent, ça a donné des résultats catastrophiques. Bien sûr, dans notre domaine de la traduction et de l'interprétariat, les conséquences ne seront pas aussi fâcheuses en termes de pertes humaines, mais nous restons confiants que grâce, si vous voulez, à ce côté intellectuel, à ce côté, si vous voulez, créatif de l'interprète, ce métier n'est pas voué à la disparition bientôt dans un futur proche. J'espère ne pas avoir manqué quelques points importants que j'ai dû garder en ligne directrice, parce que vraiment parler pendant 15 minutes d'un sujet aussi vraiment important, ça risque de louper quelque part. Bon, je vais faire une petite référence à Noam Chomsky, que nous chérissons beaucoup, moi et mes collègues linguistes, parce que c'est quelqu'un qui est encore là pour nous émerveiller par ses idées. Il dit il fait référence au principe de l'ambiguïté et le principe du syntaxe. L'ambiguïté qui fait que la traduction ou la communication nous oblige à reconsidérer la définition du langage en tant que moyen de communication. Il fait aussi référence au syntaxe, qui est le système qui réglemente, si vous voulez, la relation entre les mots et entre les phrases. Et donc, ces systèmes-là nous interpellent parce qu'ils nous rappellent si vous voulez, cette controverse qui ne cesse de nous interpeller, celle de l'acquisition de la langue. Est-ce que la machine sera capable un jour d'acquérir la langue? Et ça nous porte, si vous voulez, au discours éternel entre l'école comportementaliste et l'école mentale de Chomsky. Cela, bien sûr, risque de faire couler beaucoup d'encre, mais pour le moment, le risque n'y est pas. Et je ne veux pas être l'avocat du diable, je ne veux pas être trop rassurant ni optimiste, mais je suis confiant quant à l'avenir de notre métier, et j'espère que dans le futur proche et lointain, nous allons figurer sur la scène professionnelle sans peur et sans crainte. Je vous remercie tous. Je vous remercie, Razi, merci beaucoup pour cette belle note très positive. Donc, en somme, we are irreplaceable. Jusque-là, donc j'espère. Maintenant, nous pouvons passer aux questions, au débat. Donc, je déclare ouvert le débat. Si quelqu'un a des questions, donc, alors, je vous donne le micro. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je suis interprète de conférences et traductrice. Et moi, j'aimerais qu'on mesure un peu les propos et l'optimisme concernant notre profession. Je trouve qu'au contraire, notre profession est très menacée. Il y a déjà des conférences qui se font avec une interprétation en IA. Et il faut être très, très vigilant et au contraire s'adapter à ce nouveau contexte. Et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Il ne faut pas être très optimiste à ce sujet. Au contraire, il faut faire très, très attention. Et il y a déjà des conférences qui se font avec de l'interprétation. Non, pas en simulation. Non, de vraies conférences avec de l'intelligence artificielle déjà, et même en Tunisie. Alors, je voudrais dire que bon, c'est vrai que il faut garder un petit peu d'optimisme, mais rester vigilant et surtout s'adapter. Il faut qu'on sache s'adapter à cette nouvelle ère dans laquelle nous allons entrer. Oui, Nadia, je te remercie pour cette question. Avec votre permission, je voudrais répondre à ma chère collègue Nadia. Pour ce qui est de l'interprétariat, il y a eu une simulation et il s'est avéré que le système de traduction automatique
et à l'aide de l'intelligence artificielle, a buté sur la continuité du message, c'est-à-dire qu'il y a eu des coupures et que la traduction se fait en séquence découpée et non pas dans la continuité. Et donc, ça a posé quelques problèmes à ce niveau-là. Et donc, ça pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce que un orateur, lorsqu'il prend la parole pour parler, il peut ne pas s'arrêter à une idée. Donc, il y a la contrainte de la continuité qui pose un sérieux problème à ce niveau-là. Et je ne pense pas que ces tentatives, que ce soit au niveau de la simulation ou aux essais qui ont été effectués, je ne pense pas que ça soit une grande réussite jusqu'à présent parce qu'on a fait référence à certaines lacunes. Voilà. Je ne sais pas si... Peut-être je rajouterai, par exemple, il y a un exemple qui est un peu circulé dans les médias à Davos. C'était le président argentin qui faisait un discours oui, je suis un grand fan. Qui faisait un discours en espagnol, enfin en argentin même, et qui... oui, mais en fait, il y a la nuance que... Voilà, l'accent, enfin, voilà, même les syllabes sont prononcées un peu différemment en argentin. Voilà. Enfin, moi, je sais ça juste parce que j'ai un... c'est presque... voilà. C'est comme le Tunisien et l'Égyptien, voilà, plus ou moins. Et enfin, je sais ça juste parce que j'ai un collègue argentin. Et en fait, cette vidéo a été diffusée sur YouTube avec la voix, avec l'accent anglais, enfin en anglais avec un accent argentinisé. Et en fait, quand on regarde la vidéo, on pense qu'il parle en anglais. On n'a même pas l'impression que c'est synchronisé avec le mouvement de la... Donc, si on n'est vraiment pas expert en physionomie, on ne détecte pas que en fait, ça a été traduit. Donc, c'est vrai que ça a un coût, que c'est pas accessible à tout le monde, mais la technologie avance tellement rapidement que ce genre de choses va peut-être accessible assez rapidement à une plus large population. C'est pour ça, un peu dans ma présentation, je disais qu'il y a d'autres aspects dans le métier qui sont très humains, et c'est là où il faut se concentrer, et c'est des choses qui sont difficiles à apprendre en entry level. C'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Et ma peur, enfin, en tout cas pour tous les métiers créatifs, c'est qu'on n'aura pas l'occasion de former les jeunes à devenir experts. C'est ça le plus gros problème pour moi. La ficelle est trop grosse, je ne peux pas ne pas répondre à Amine. Alors, tu vois, tu as donné l'exemple parfait pour dire que ça, c'est de la foutaise. Si tu m'excuses le terme. Parce que, en fait, surtout un président d'un pays, parce que nous, on a la traduction, l'interprétation diplomatique qui est très spécifique et ça implique des choses très spécifiques. Alors, quand le président d'un pays parle, il parle dans sa langue nationale. À part Macron qui essaie de parler anglais. On sait ce que ça donne. Hein, donc, prendre l'image d'un président qui parle dans sa langue nationale, coller dessus une intelligence artificielle qui donne l'impression qu'il est en train de parler en anglais, ça, c'est une trahison. Et c'est ce que nous, on ne fait pas. Nous, on donne le message de la personne qui parle. Que ce soit un étudiant, un entrepreneur, un président de la République ou qui que ce soit, nous, on est des messagers fidèles. On prend un message dans une langue, on le déconstruit, on le traduit, on le reconstruit dans une autre langue et on le transmet. Quand on est à l'écrit, donc ça se fait sur un ordinateur, quand on est dans une cabine ou dans une salle avec un petit équipement, hein, en accompagnement, on connaît tout ça, c'est instantané. On fait tout ça en instantané. La machine, elle peut se rhabiller. Mais nous, on ne trahit pas la personne parce que la relation est claire. La personne qui nous écoute sait que nous sommes la voix qui va transmettre les mots de la personne. On ne la remplace pas. Et donc, ça, c'est grave. Et ça,
c'est les choses où l'IA ne peut pas nous remplacer. Dans ces contextes-là où il y a une dimension politique, dans les contextes où il y a une dimension aussi légale, juridique, on a ici des traducteurs assermentés. Personne ne va prendre une machine pour assister avec un prévenu, n'est-ce pas, maître, dans un commissariat ou au tribunal, parce qu'il y a une responsabilité juridique. L'IA ne va pas signer, elle n'ira pas en prison si elle fait mal son travail. Mahdi, oui. Non, ça ne peut pas changer, parce que les gens chercheront toujours à faire porter la responsabilité à quelqu'un. C'est la base même du droit. La base du droit, ça marche, c'est qu'il y ait... L'IA, c'est la programmation humaine. Oui, oui. Donc il y a toujours un humain qui est responsable. Ah mais voilà, mais là, à moins que la machine, tu demandes à la machine de s'améliorer elle-même, là. ou alors si tu pirates la machine, ou etc., etc. Et quand on a aussi des données confidentielles, personne ne va avoir envie de les mettre dans une machine sans savoir qui va y avoir accès, ou est-ce que ça va être sauvegardé, etc. Je ne suis pas sûre, par exemple, ton président argentin cinglé, s'il rencontre l'année prochaine Trump en tant que président des États-Unis, ils vont avoir envie d'une machine avec eux dans la salle. Sûrement pas. C'est Rauda Razgala, interprète italien, traductrice, dans la même ligne d'idées. Alors, moi, j'ai eu l'expérience il y a 2 semaines, un éditeur italien qui se présente à moi, il me dit « J'ai besoin de vous ». Je lui dis, ah bon, c'était très bien, éditeur, c'est-à-dire que c'est un livre à traduire, j'étais toute contente. Et il me dit, non, nous on traduit par l'intelligence artificielle, mais vous allez corriger l'esprit du texte. Alors j'ai dit, ça y est, on me crée un nouveau métier. Et là, je lui ai dit, franchement, c'est pas mieux que vous me donniez le même livre et que je vous le traduise dans l'esprit. Donc, vous voyez que effectivement, il y a de plus en plus ce qu'on appelle en allemand Ersatz, quelque chose qui remplace autre chose. J'ai réfléchi, j'ai pas trouvé de solution parce que moi, franchement, je préfère traduire. Corriger, c'est comme quelqu'un qui a eu un traducteur qui a mal traduit, et il vous rappelle et il vous dit, vous pouvez corriger le texte qui a été traduit. Alors maintenant, on doit aussi traduire l'esprit d'un texte qui a été traduit par l'intelligence artificielle. Voilà, c'était une position. Moi, j'ai pris ma position déjà, donc voilà. Merci, Atik Saha, madame. Je rappelle qu'il n'y a pas seulement des traducteurs dans la salle. Voilà, donc il y a des journalistes, il y a des créateurs de contenu qui souhaitent parler. Donc Moi aussi, chaque fois où j'assiste à des séminaires comme ça, je rentre chez moi, je dis pourquoi pas ne pas contacter monsieur ChatGPT. Donc ChatGPT, voilà. Et je lui ai dit, bon, j'ai posé la première question, c'est que je suis obèse, j'arrive pas à maigrir. Est-ce que vous pouvez m'aider? Eh ben, tout simplement, il me répondait, allez voir le médecin, le nutritionniste. Donc, moi, avec les panélistes qui sont là, est-ce que vous nous donnez, par exemple, des exemples réels qui peuvent, tellement je vois qu'il peut l'intelligence qui peut nous aider, mais personnellement en tant qu'ingénieur, je trouve pas. C'est vrai que les machines et tout ça, qu'on parle toujours et tout, mais directement comme ça qui peut nous aider, j'arrive pas à le constater comme vous le décrivez là. À un moment donné, la machine remplace l'être humain. Je commencerai par le métier d'ingénieur, vu que je gère des ingénieurs. Dès que ChatGPT a commencé, on a commencé à tester, ok, c'est quoi l'impact sur notre propre métier, alors qu'on crée des modèles d'IA. Et j'ai fait des mesures avec les meilleurs ingénieurs que j'ai. J'ai pas pris des débutants, j'ai pris un gars qui est limite tagué comme génie de l'équipe, ce qu'on appelle les 10X engineers.
Et on lui a demandé, OK, tu vas coder avec un assistant ChatGPT de côté pendant un mois. Et après, nous faire un rapport, OK, en quoi ça a changé ton métier. En gros, il nous a dit, maintenant, je peux plus travailler sans ça. Ça me rapporte 60% de productivité en plus. Ce que je faisais avant, sachant que cette personne est 10 fois plus productive qu'un junior. Donc, quelque part, ça transforme complètement le métier d'ingénieur. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'un bon ingénieur qui peut se passer de ce genre de technologie. Par exemple, nous, on a 400 ingénieurs, on paye pour tout le monde GitHub Copilot, qui est le chat GPT du code, et c'est assez cher, c'est $30 par user par mois, mais si on fait le calcul rapidement, c'est très rentable pour l'entreprise. Si on arrive à avoir 40% de productivité sur le développement de systèmes, donc c'est un impact majeur pour les revenus de l'entreprise. Ça, c'est juste un petit exemple. Pour revenir à votre exemple, vous avez posé la question à ChatGPT, il vous dit allez voir un médecin, c'est fait on purpose. Pourquoi? Parce que les premières versions de ChatGPT étaient ce qu'on appelait des modèles non-aligned models. Donc, c'est des modèles qui pouvaient répondre de façon un peu non politiquement correcte. Vu qu'il y a un risque juridique, s'il vous donne un conseil médical, vous pouvez porter plainte contre OpenAI donc pour avoir donné un conseil médical et qui s'est avéré problématique. Et vous pouvez avoir, surtout aux États-Unis, porter un procès contre OpenAI. Donc il y a eu énormément d'efforts sur ces modèles-là pour ne pas répondre justement ce qu'on appelle l'alignment sur les choses qui peuvent porter problème, ou bien politique, ou bien à ne pas répondre. Et j'étais en Californie en mars, il y avait même une manifestation devant la conférence avec des gens no to AI censorship. Donc en gros, il y avait des gens qui manifestaient contre pour eux, il faut que les modèles soient libres la liberté d'expression doit être garantie pour les machines. Juste une petite question, Tawa. Tout à l'heure, on parlait des nuances culturelles et des subtilités de langage. Est-ce que c'est vrai que c'est non envisageable qu'elle soit remplacée par l'IA? Je pense, on échangeait avec les yeux, que l'IA c'est de la création humaine avec des maths, des sciences, etc. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour de laisser la machine toute seule se développer et s'améliorer toute seule sans qu'elle ne soit contrôlée par nous? Peut-être que c'est pas que l'être humain, mais je pense que derrière tout IA, il y a l'être humain, la science, les maths, etc. Donc, est-ce que il y a ce risque? Pour comment entraîner l'IA, en fait, c'est vraiment un changement mental, même chez les ingénieurs. Quand on parle à des ingénieurs de software classique, on a vraiment un problème à leur expliquer comment on travaille. Quand tu es ingénieur, tu vas résoudre un problème. En général, tu analyses le problème, tu vas détailler comment résoudre le problème. Et après, tu transformes cette solution en code ou des instructions à la machine. Quand on développe un système d'IA, c'est totalement différent. On définit quel est l'objectif à résoudre et on laisse la machine se débrouiller pour trouver comment elle la résout. Par exemple, comment on apprend, je vais partir sur un truc simple, tout ce que vous voyez derrière ChatGPT, ce qu'on appelle les Large Language Models, comment ils sont entraînés. C'est un truc super stupide. On download tout Internet, tout ce qui existe en texte, et on apprend à un modèle à deviner, on masque des mots dans le texte de façon aléatoire, et on va masquer des mots dans le texte, et on entraîne la machine à deviner le mot qu'on a caché. Et ça donne ce que vous voyez dans ChatGPT. Juste ce truc aussi stupide que de cacher des mots de façon aléatoire.
certes, les modèles sont très gros, ils sont très difficiles à opérer, ça demande des supercalculateurs et tout, mais le phénomène basique pour entraîner ces modèles, il est aussi simple que je prends une phrase, je cache un mot et je dis à la machine, devine le mot. Quand on le fait avec tout le texte d'Internet, ça apprend à parler comme un humain. Parce que ça a vu tous les types de discussions. Et maintenant, l'un des problèmes qu'on voit, en tout cas les big tech, c'est qu'il n'y a plus assez de data pour entraîner les modèles. Les modèles sont trop gros. Enfin, on a déjà appris surtout Internet. Il n'y a plus rien de nouveau à utiliser. Sur l'anglais, je pense qu'on est même au-delà de l'humain. Sur les autres langues, c'est vrai qu'on prend. Ouais, voilà. Mais c'est juste une question d'incentive économique, parce que si on n'a pas de marché qui va justifier pourquoi on collecte les datas pour cette langue, ça va être problématique. Par exemple, pour l'arabe, on est vraiment encore très loin du niveau qu'on voit en anglais. Mais en anglais, aujourd'hui, moi, j'ai aucun doute qu'on peut écrire à un niveau qui est meilleur que 90% des humains. Peut-être que, bon, ok, on prend un écrivain, il va écrire d'un niveau très... mais sur les meilleurs modèles, surtout payants, on a un niveau qui est ahurissant. Brabi, un petit ajout. Pour nous, nous autres interprètes et traducteurs, on est aussi caractérisés par, si vous voulez, le fait d'être aussi des médiateurs culturels. Et sur ce plan-là, est-ce que la machine, l'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour se substituer aux traducteurs interprètes qui maîtrisent, si vous voulez, cette multidisciplinarité culturelle? Et c'est là la difficulté majeure, d'après mon humble avis, où l'intelligence artificielle a buté considérablement, vu que, par exemple, les traductions basées sur la fonction descriptive, c'est-à-dire tout ce qui est factuel, la traduction automatique a bien réussi. Sur tout ce qui est vocatif, il y a eu pas mal de lacunes. Je vous renvoie aussi au procédé de la traduction. Quand il s'agit du procédé du calque ou de la traduction littérale, c'est tout à fait prouvé maintenant. Nous autres traducteurs et non pas interprètes, on utilise beaucoup la machine, la traduction automatique, pour tout ce qui est factuel et scientifique, parce que là on parle du procédé littéral, c'est-à-dire la traduction littérale calquée. Mais quand on passe du calque à la modulation ou à l'équivalence ou à la transposition, là les procédés se compliquent et je me pose la question, c'est-à-dire je suis fermement convaincu que la science et le progrès ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Mais est-ce que la traduction, l'intelligence artificielle pourra percer à ce niveau-là et se substituer aux traducteurs pour tout ce qui est diversité culturelle? C'est un peu l'aspect que je mentionnais dans la chaîne de valeur. C'est un peu ces aspects-là qui, en mettant en valeur ces aspects-là, que les métiers créatifs vont un peu survivre à cette révolution. Mais le problème, c'est que si le travail basique qui était avant fait par des internes, et qui permettait un peu d'avoir le pied à l'étrier, d'apprendre graduellement, disparaissent, en fait, le gap pour bâtir cette expertise où on apprend à ce côté humain, les opportunités de l'apprendre vont devenir de plus en plus rares. Et en fait, c'est ça qui... Pour les ingénieurs, par exemple, on a le même problème. Avant, on apprenait en école d'ingénieur l'architecture, on comprenait comment un ordinateur fonctionnait, du transistor au système d'exploitation, on apprenait des langages de bas niveau. Maintenant, dans les écoles d'ingénieurs, on n'apprend que des langages haut niveau. Quand on demande à un informaticien d'expliquer comment une machine fonctionne, il va plus avoir la possibilité de l'expliquer parce qu'il n'a pas été formé pour ça. Pourquoi? Parce que le marché ne demande pas ce genre de choses forcément, et donc il n'a pas l'opportunité d'avoir ces... Or, les gens qui comprennent un peu le conduit de la machine, on en aura toujours besoin
dans le futur. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, par exemple, les ingénieurs qui comprennent le bas niveau, alors qu'il y a 10 ans, leur salaire était en train de tomber, maintenant c'est l'effet inverse. Ils sont très rares, ils sont très recherchés, et leurs salaires sont en train d'exploser. Et c'est ce que je vois un peu dans ces métiers-là, dans le futur, c'est que l'expertise, ce que j'expliquais dans ma présentation, va avoir un premium encore plus grand qu'aujourd'hui. Donc, si on n'arrive pas à résoudre ce problème de la formation et comment faire acquérir aux gens l'expertise. Oui, merci beaucoup. Qabel kol shay, je voudrais remercier Ahlem qui m'a invité. Sincèrement, je suis agréablement surpris par cette très bel échange. Ablaz Darout. Alors, je suis créateur de contenu, quelque part. Bon, plein de choses. Ahlem, je me tahki lom. Mais qabel kol shay, je voudrais revenir au graphique et dire que le métier, par exemple, de danseur, est-ce qu'il a été touché? Danseur ou coiffeur ou tout ce qui est sensibilité humaine, personne ne pourra changer ça. Et la sensibilité, on la trouve dans tous les boulots. Sauf qu'il y a tellement d'années qu'on est habitué à automatiser, à optimiser, c'est qu'on voit le noir partout. Et moi, je me dis tout simplement, aujourd'hui, on a une chance inouïe, hein, d'avoir en Tunisie, en 2024, quelqu'un comme Emin et Instadip. On a une chance inouïe au tout début de l'intelligence artificielle, qu'une boîte comme Instadip a réussi et réussit aujourd'hui à changer le monde. Donc, au lieu de se dire non, ça va être catastrophique, etc., moi je dirais, si on a cette chance, pourquoi ne pas créer une réflexion autour de chaque métier? Parce que chaque métier va évoluer avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je peux apporter à la traduction d'humain, de skills, lorsqu'on parle de création de valeur? Aujourd'hui, personne ne peut remplacer la sensibilité. Lorsque tu parles à quelqu'un, c'est pas comme un robot. Ils ont fait des robots qui dansent. Mais le robot, Fifi Abd, donc, mais c'est ça. Donc, moi je dis par exemple, avoir Instadip. En 2024, il faut en profiter. Vous êtes les plus intelligents parce que, Shofna, Jibo, Karim Gir, Bishaki ou généralité. Là, on est dans le métier. Comment transformer un métier. Moi, je dirais que, par exemple, en tant que, dans la création de contenu, c'est vraiment important. L'intelligence artificielle va nous faire gagner beaucoup de temps. Il faut y investir. Par contre, c'est beaucoup d'investissement. Alors l'intelligence artificielle, c'est beaucoup d'investissement. C'est pas, tu utilises. Aujourd'hui, on est consommateur, réfléchissant comment rendre cette intelligence artificielle une valeur ajoutée, une force pour nous tous. Voilà. Mostafa Mezrani. Je suis pas parfait, je m'excuse, je ne suis pas traducteur. Je suis ingénieur informaticien de formation. Et je suis aussi bien techno-optimiste que techno-pessimiste. Je suis techno-optimiste, j'adopte les technologies assez tôt. Je suis techno-pessimiste quant à l'avenir. Je m'explique. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les traducteurs et les interprètes? La réponse n'est pas oui ou non. C'est pas une logique binaire. C'est une logique floue. C'est-à-dire, vous-même, quand vous travaillez en cabine, vous avez parfois des orateurs qui sont habitués à l'interprétariat et qui vont faire des phrases courtes, qui vont s'arrêter à la fin de la phrase pour vous laisser le temps de traduire et pour avoir un auditoire qui est au même niveau, etc., etc. Ces orateurs que vous traduisez facilement peuvent être facilement traduits par l'intelligence artificielle. Par la suite, tout dépend aussi du niveau de qualité que vous exigez. Un traducteur assermenté sera difficilement, je dis bien difficilement parce qu'il arrivera un jour où il pourra être remplacé. On y arrivera. Et sur d'autres métiers, c'est la même chose. Donc il y a des difficultés, tout dépend du niveau de qualité qu'on va exiger
pour pouvoir remplacer ou pas. Ça c'est et pour vous donner une idée, pour rapprocher un peu à l'automobile sans conducteur, la voiture sans conducteur, aujourd'hui vous avez des voitures avec conducteur, quand vous changez de fil, la voiture ne change pas de fil, ou bien vous avez une alerte. Ce sont des essais, ou bien quand vous vous rapprochez de la voiture qui est devant vous, vous avez un bip, ou peut-être même que la voiture va ralentir et freiner. Ce sont tous des mécanismes qui sont mis dans les voitures habituelles pour les tester et qui vont par la suite servir à alimenter la voiture autonome, qui est aussi beaucoup d'intelligence artificielle derrière. Même si le conducteur en lui-même, ce sont des réflexes et des mécanismes qu'il développe, mais il faut aussi pouvoir différencier entre une pierre et un bout de papier dans la route. C'est un obstacle pour un ordinateur, si vous voulez. C'est la même chose. Et dans la traduction, aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de traduire les proverbes d'une langue à l'autre, sans que ce soit de la traduction littérale. Et donc, qui vous permettent de changer d'une culture à l'autre. Parce que la traduction... Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des prémices et des débuts, et on arrive petit à petit à développer. L'intelligence artificielle, c'est très ancien. Personnellement, j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle en 89, dans un stage de fin d'études, pour mettre en place un système de diagnostic en ligne. C'est assez ancien, mais ça se développe petit à petit. Aujourd'hui, on arrive à faire ça se performe, ça se développe, et on arrive à faire des choses de plus en plus. Je termine par un dernier point. C'est la différence entre automatisation et intelligence artificielle. Il y a eu un amalgame un peu dans les discours, et même dans une des présentations, on a utilisé indifféremment, si je ne me trompe pas, automatisation et intelligence artificielle. L'automatisation, c'est automatiser une tâche répétitive. C'est quelque chose de simple. L'intelligence artificielle, c'est la construction d'un raisonnement. Et même les langages de programmation sont différents. Et on met en place c'est-à-dire qu'on va donner à la machine comment faire un raisonnement, et par la suite, cette machine va, avec un phénomène d'apprentissage, et je parle sous votre contrôle, si Amine, donc cette machine va mettre en place un système d'apprentissage pour améliorer, pour avoir plus de données et d'informations, et pour améliorer son raisonnement. Et c'est là toute la différence, et je terminerai par le dernier point sur la responsabilité. Aujourd'hui, différents pays n'ont pas pu adopter la voiture autonome, et certains États aux États-Unis n'ont pas encore pu adopter la voiture autonome pour la question de responsabilité, justement. En cas d'accident, qui est responsable? Il y a de l'humain, mais il y a beaucoup d'humains qui sont derrière. Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est ceux qui ont développé certains outils? Est-ce que... etc., etc. Donc voilà merci. Je m'excuse d'avoir peut-être monopolisé la parole. Yatik Saha, merci beaucoup. Anna Bacha Kerimet dans la salle. Alors, c'est un prénom qui est cher à mon cœur. Hein. Oui. Ahlem, est-ce qu'on peut répondre à monsieur? Après, on va répondre. D'accord. Ouais, Khalil. Oui, on va finir de prendre ce qui se passe dans la salle et après on y revient parce que sinon ça va être du ping-pong. On est là jusqu'à demain matin. Alors, juste un mot, je tiens à ce que Kerim Koundi, qui est là au nom de Deloitte, prenne la parole parce que c'est une conversation qui dure entre nous deux depuis quelques années déjà. Si la technologie va nous remplacer ou pas. On a participé à un podcast avec Walid Nafet il y a quelques années sur ce thématique. Donc, c'est vraiment une conversation ouverte entre nous. Donc, merci d'être venu pour finir cette conversation. Merci beaucoup, Ahlem. Donc, effectivement, on a beaucoup parlé avant de la force de l'intelligence collective. Et quand on voit, en fait, le cœur de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est surtout basé sur l'intelligence collective parce que ça collecte de la data partout pour essayer de créer de l'intelligence, en fait. Donc on est vraiment au cœur de ce sujet. Mais pour revenir à notre sujet, je pense aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle dans des métiers où on veut utiliser l'IA pour nous aider à en fait exprimer de l'opinion, à même décider à notre place, ou à aussi peut-être essayer de faire des analyses, donc des analyses en fait qualitatives. Donc on est vraiment dans ce domaine. On parle de métiers qui sont un peu dans ce domaine-là. On ne parle pas de l'IA pour faire des calculs très très poussés.
je pense ici la tendance, ce qu'on voit sur l'IA, je pense, quelle que soit la puissance de l'IA dans l'expression de l'opinion, ou dans l'analyse en fait qualitative, ou même dans la prise de décision, il y aura toujours un biais dans ce résultat. Et ce biais doit être corrigé par l'humain. Donc là, on parle en fait d'une évolution de nos métiers, donc je pense y compris le métier dont on parle aujourd'hui. On va de plus en plus devenir des correcteurs de biais. Donc l'exemple de madame en fait l'éditeur qui est venu pour venir corriger, c'est pour corriger un biais qui sûrement sera en fait généré par cette intelligence artificielle. Et ce n'est pas du tout en fait dévalorisant, donc c'est ça la tendance. Donc il faudra qu'on s'adapte, comme toutes les innovations qui sont passées depuis maintenant, depuis à peu près en fait un siècle. On doit s'adapter, donc c'est des métiers qui doivent s'adapter. La technologie aujourd'hui est au cœur de tous les métiers. On parle de ce métier, mais je viens d'un secteur des services professionnels où ça touche à la fois les juristes, les fiscalistes, les financiers, les auditeurs, les consultants, tous ils sont tous en fait concernés. Et la techno, elle est au cœur. Donc il y a un sujet de maîtrise de cette techno. On doit tous maîtriser pour ne pas être de simples consommateurs, parce que sinon on est mort. D'où aussi la remarque de Abdou, donc par rapport à avoir en fait des créateurs de valeur autour de l'IA en termes d'industrie et pas en simple en fait consommateur. Donc il y a la maîtrise de la techno, je pense d'une part, et puis on va adapter ces métiers pour devenir en fait de correcteurs de biais, que ce soit dans ce métier, mais dans tous les autres métiers en fait, dans le métier de juriste. Après, je pense l'autre volet, et je pense Imost aussi on en a parlé, c'est le sujet de la responsabilité, en fait. Il y a tout un débat aujourd'hui sur la morale de l'algorithme. Quel est le niveau, en fait, de la responsabilité morale de l'algorithme? Donc, c'est tout un débat. Et ça aussi, si on voit la tendance, même depuis, en fait, 50, en fait, 60 ans, la régulation est clé, mais malheureusement, elle est toujours un temps de retard par rapport à la techno. Donc, il y a toujours la techno qui arrive, mais la régulation et le juridique, il vient après, en fait. Donc, il y a toujours ce décalage dont on parle tout le temps, en fait. Donc, malheureusement, c'est un décalage, et je pense, tôt ou tard, c'est un sujet de régulation, en fait, à la fin, que ce soit dans ce métier ou bien dans tous les autres métiers. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Moi, j'ai posé la question à GPT-4, qu'est-ce qu'on conseillerait aux interprètes de faire, et j'ai eu vraiment de très bonnes réponses par rapport à la spécialisation, tout ce qu'on a dit. C'est déjà fait. J'ai posé en temps réel la question et je suis toujours étonné par les réponses. Mais moi, sincèrement, je voudrais profiter de la présence de Amine ici. Et pour poser la question en tant que aussi patronat, peut-être que je vais un peu sortir un peu du cadre de la spécialisation par rapport aux interprètes. Parce que très sincèrement, je vais vous dire une chose et je risque de choquer. Amine, on ne réfléchit pas de la même manière. Moi, je suis codeur C, on a fait du développement. On réfléchit pas de la même manière. Et ceux qui m'ont appris ça, c'est mes enfants. Parce qu'ils sont tous dans l'IA, ils sont tous... Vraiment, on réfléchit pas de la même manière parce que, justement, la question que le président a posée tout à l'heure, c'est on raisonne par rapport à une évolution, par rapport à un développement. Alors que vous raisonnez autrement, par rapport à des résultats, et on donne aux machines, et les machines apprennent, et c'est ça le deep learning, le machine learning. Donc il y a un changement dans le mode de réflexion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, vous êtes la star de cette réunion, et je veux vous poser la question. Le président de Nvidia annonce récemment que l'IA sera 1 million de fois plus importante dans 10 ans. Une dizaine d'années, c'est un monsieur qui fait les processeurs et la puissance 1 million de fois dans 10 ans. Alors il y a 10 ans, Simon Sfa, je pense que vous étiez au cabinet en 2014. Si je regarde en arrière, c'était il y a 10 ans. C'est comme si on se voyait hier. Là. Dans 10 ans, c'est demain. Qu'est-ce que, Amine, vous conseillerez à la Tunisie aujourd'hui, réellement, dans l'industrie, qu'est-ce qui pourrait nous aider à rattraper le gap par rapport à ce que tu vois autour de nous, en Europe, etc. Quel secteur peut l'IA nous aider pour aller plus vite et apporter plus de valeur à notre produit interne brut?
Bon, d'abord, même si je parais jeune, je suis pas aussi jeune que ça. Hein. J'ai 44 ans. Et je suis comme vous, de formation ingénieur en informatique, computer science. J'ai fait la même école que à l'ENSI. Donc, j'ai aussi étudié les mêmes choses. Et j'ai fait ma carrière dans le software classique. J'ai switché au deep learning en 2014 sur le conseil d'un ami qui suivait un peu ce qui se passait. En gros, il m'avait dit le deep learning, c'est le futur du software. Tu dois regarder ça. Et c'était pas encore dans les news. Tu le voyais ça que dans la recherche. Et depuis, j'en ai fait un hobby. Ça a fini par être mon métier. Mais c'est vrai que les premières années, j'ai eu à faire ce shift mental de ne plus réfléchir en tant qu'ingénieur ou en gros, je suis en maîtrise du problème que je suis en train de résoudre et je dois réfléchir en termes de comment mettre en place un environnement pour que la machine apprenne. Même en tant que manager d'ingénieur, avant, je pensais que, en gros, je devais suivre mes ingénieurs, les aider à résoudre les problèmes et pour délivrer un peu ce qu'on a délivré. Au fil du temps, j'ai compris que mon métier devait à une seule chose, la productivité de mes ingénieurs. C'est que comment mes équipes peuvent fonctionner sans que quelqu'un les interrompe, réduise leur productivité, les protéger des réunions inutiles, leur donner les outils qui leur permettent de performer mieux, résoudre les problèmes mieux, exprimer l'innovation, avoir de nouvelles idées et contester le fait établi, parce qu'on est quand même en tant qu'entreprise Instadeep, tous les problèmes qu'on attaque en général sont des premières mondiales. Personne n'a jamais résolu le problème. Si on l'attaque comme les gens l'ont attaqué avant, on va arriver à rien. Donc il faut avoir cet esprit où we nurture innovation quelque part. Et j'espère qu'on va garder ça avec la taille. C'est pas quelque chose d'évident quand une entreprise grossit. On la garde encore. C'est aussi le travail de tout le management de l'entreprise. Et c'est un peu ça qui est mon driver, en tout cas de tous les jours. Pour ce qui est de la Tunisie, moi, j'ai fait presque toute ma carrière en Tunisie. Hein. Je suis parti à l'étranger il y a même pas 2 ans. Donc, je dois à contre-cœur, malheureusement. Enfin, je sais pas. Mais le problème en Tunisie, c'est on a tous les atouts pour réussir, mais avec cette peur de l'avenir, cette obsession du contrôle, on rate des opportunités. Quand je vois le nombre de Tunisiens qui sont à Londres sur des postes de responsabilité, c'est impressionnant. Tout ce beau monde-là, il aurait pu travailler ici, hein, honnêtement. Même moi, si la législation le permettait, je serais peut-être plus tranquille ici. Hein. Mais avec cette obsession on a peur de l'étranger, on a peur... Moi, mon rêve, c'est que la Tunisie devienne la Silicon Valley de l'Afrique. Et que tout Africain puisse venir travailler et contribuer à faire des prochaines licornes africaines en Tunisie. Mais malheureusement, la majorité de la population ne croit pas en ce rêve-là et ne voit pas que l'avenir de la Tunisie, c'est en s'ouvrant à l'extérieur et non pas en restant fermé sur soi-même. J'ai la chance, en tout cas dans mon métier, d'avoir 50 nationalités dans mon équipe qui me reportent. Donc, je suis confronté à des gens de 4 continents, de 4 continents différents, de diverses cultures. Et je pense que c'est ce qui manque un peu à notre jeunesse, c'est d'être confronté à d'autres cultures et de comprendre qu'il y a d'autres manières de réfléchir. Il n'y a pas que ce tunisianisme limité. Bon, alors maintenant je vais donner la parole aux femmes. Donc je donne la parole aux femmes pour poser leurs questions parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Je suis Fatma Benslamia. Je suis universitaire, docteur en linguistique et
Je suis traductrice. J'ai déjà traduit de romans de l'arabe vers l'anglais, voilà. Tout à l'heure, dans le métier, les métiers que vous avez partagés, les métiers en France, j'ai pas vu le métier de l'enseignant, professeur. Ou est-ce que j'ai loupé ça? Je l'ai pas vu. Le premier graphique, justement, il mettait pas la lumière sur l'enseignement. Et pour le deuxième, c'était plutôt les métiers artistiques. Oui, parce que comment c'est, je veux parler d'un point de vue d'une enseignante. Je trouve que l'intelligence artificielle a beaucoup d'impact sur l'apprentissage des langues et par rapport aux étudiants. Parce que ils ont beau utiliser l'intelligence artificielle, surtout dans les présentations oraux, les oral presentations. Et nous, comme on est plus intelligent que l'intelligence artificielle, tout de suite, on capte ça et on se dit, c'est pas votre travail, c'est le ChatGPT. Et ils reconnaissent ça. Heureusement. Donc ça, l'intelligence artificielle dans la classe, quand c'est, et là je veux relier l'intelligence artificielle à l'éthique, parce que je crois que elle doit être utilisée avec une grande considération par rapport à l'FX ou l'éthique de l'apprentissage et de l'enseignement, les deux. Donc voilà, ça c'est les effets néfastes et les impacts négatifs de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'enseignement, parce que malheureusement, elle est utilisée dans les mémoires de master. Elle est utilisée dans les projets les research proposals, les projets d'études, dans les PFE, dans les présentations qui sont notées et qui, normalement, ils ont des notes sur ça. Mais franchement, ça, c'est... Je crois que cet effet et l'impact négatif n'a pas été bien couvert aujourd'hui. Ça a été plus optimiste et plus... voilà, valoriser peut-être, et il y avait une note positive sur ça, mais nous, on en souffre de ça. Et voilà, mais on fait ce qu'on peut pour éviter et pour sensibiliser surtout les étudiants à la gravité de l'usage de l'intelligence artificielle dans leurs travaux. Sinon, je m'adresse à Monsieur Deli. Dans les fonctions du texte, moi, d'après mon expérience, je crois que l'aspect le plus challenging, le plus dur pour l'intelligence artificielle quand il s'agit de traduire, c'est la fonction pragmatique du texte. Parce que l'intelligence artificielle ne peut jamais deviner l'intention de l'auteur. Jamais. Donc, c'est cette intention qui n'est jamais détectée par les logiciels de traduction qu'on connaît. Cette dimension, elle est, je dirais aussi, plus intelligente. Donc, parce que généralement, elle n'est pas explicite, elle est implicite. L'intention n'est pas explicitement exposée dans le texte. On doit la chercher. Et c'est pour ça que je rejoins Madame Razgalla quand elle dit, je comprends parfaitement sa position quand elle a refusé parce que elle a dit l'esprit. Corriger l'esprit, c'est plus dur que traduire. La fonction vocative, tout ce qui est pragmatique, oui. tout ce qu'on ne peut pas traduire littéralement, oui. tout ce qui échappe à si vous voulez, ce qu'on appelle la classification taxonomique, qui est basée sur le système de tabulation, oui. où il y a un listing
Là, quand il s'agit du côté pragmatique Oui. ou vocatif, c'est là où la difficulté réside le plus, Oui. parce que la machine ne peut pas prévoir l'intention de l'orateur. Oui. Et pour répondre à monsieur qui a parlé tout à l'heure du gentil orateur qui parle doucement, assez doucement pour que la machine puisse traduire sans difficulté. Oui. Oui, l'interprète en cabine peut traduire facilement, et que ce genre de discours tellement lent et compréhensif peut être facile à traduire pour la machine. C'est ça? Non, je suis d'accord partiellement, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que nous, on a affaire à un orateur qui peut basculer de la fonction descriptive d'un phénomène quelconque, scientifique ou technologique, et puis basculer dans un élan émotif personnel, et qui fait que là, la machine ne pourra jamais suivre le linéaire adopté par cet orateur. Donc, outre le côté gentil de l'orateur ou le degré de rapidité de son intervention, il y a d'autres facteurs. Et pour ce qui est du culturel et des expressions idiomatiques, je ne pense pas que le système de tabulation ou taxonomique qui vise à collecter toutes les expressions idiomatiques pourrait un jour être traduit automatiquement. Je ne le pense pas, mais je suis d'accord avec vous qu'on ne garantit rien tant que le progrès continue. Il se pourrait qu'un jour on serait dépassé à ce niveau-là. Juste pour répondre par rapport à l'enseignement, parce que j'ai été à un certain moment enseignante universitaire aussi. Et le fait de, justement, je vois le fait d'utiliser l'intelligence artificielle par les étudiants, voilà, ce n'est pas pour autant une mauvaise chose. En tant qu'enseignants, enfin, on devrait plutôt challenger les étudiants à être plus créatifs et apprendre l'intelligence artificielle comme de l'acquis, et puis les challenger dans d'autres contenus, d'être plus créatifs, dans un autre format. Moi, le format habituel qu'on a, de reproduire justement des thèses, des PFE qui se basent sur de la littérature, ou peut-être sur des projets là où tout est copié-collé depuis. Moi, l'intelligence artificielle, au contraire, peut-être que l'intelligence artificielle va justement d'un côté éliminer avec l'acharnement, tactique les idées prêtes, ou تبني عليهم un contenu nouveau. Oui, elle est mal comprise par les étudiants. Ils ne savent pas comment la manipuler. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut qu'ils l'essayent, il faut qu'ils l'expérimentent pour en sortir le meilleur. Je sais, mais avec beaucoup de précautions. Voilà. On doit les stimuler, en tout cas, et les challenger pour du contenu. Et l'intelligence artificielle ne réussit pas à le faire. Et c'est là où est vraiment le challenge. Oui. Oui. Juste un... Oui, et juste un dernier mot pour Monsieur Deli. Pourquoi la pragmatique? Parce qu'elle est liée au contexte. Et comme l'intelligence artificielle, elle découpe, elle prend pas le contexte en considération, c'est pour ça qu'elle est plus dure. Et l'autre niveau, le deuxième niveau, c'est la structure. L'intelligence artificielle ne réussit jamais à vous donner une structure. Most of the time, c'est... La structure, elle est les phrases sont très mal structurées. Pour l'instant. Oui, voilà. Pour l'instant. Merci. Pour l'instant, oui. Alors, on est passé du discours très technique des ingénieurs au discours très technique des linguistes. Je vous arrête tous. Parce que tout le monde a besoin de rentrer. Par contre, je voudrais vraiment remercier tout le monde d'être venu. D'abord, je vais remercier tous mes collègues de m'avoir fait le plaisir d'être là, tous autant que vous êtes. Les gens qui sont membres de Connect, ceux qui ne sont pas encore membres de Connect, ceux qui vont devenir membres de Connect, j'espère bien, avec nous. Merci à tous les invités. Merci à Abdelaziz qui a dit qu'il restait 20 minutes. Tu vas te faire engueuler à la maison, toi, ce soir. قل أحلام سلمى عليك.
Tu lui passes un grand bonjour de ma part. Merci à tout le monde. Merci à Slaine de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous. Kérim, Moula al-Batin, l'intelligence artificielle ou l'innovation, on t'a fait plaisir aujourd'hui, je pense. Merci à Mariam de nous avoir honorés aussi avec ton intervention. Razi, Atik Saha, bien dans le mille, parler au nom du métier, de l'aspect universitaire, de l'aspect théorique. C'est ça qu'ils ont besoin de comprendre aussi, comment notre métier fonctionne à la base pour pouvoir en fait avoir une meilleure intelligence artificielle à notre service. Merci beaucoup, Amine. Amine, alors pour lui, l'intelligence artificielle, c'est pas un métier, c'est une religion, c'est une philosophie. Il me bassine avec ça depuis 10 ans. C'est des débats à ne pas en finir, à ne pas en finir. نحب نرجع Madame Fatma على حكاية ChatGPT ou les étudiants. Alors, Amine a bien résumé la chose tout à l'heure en parlant des ingénieurs de génie civil et de la calculatrice. ChatGPT, c'est la calculatrice des étudiants aujourd'hui. Il faut arrêter de faire la guerre. C'est une ressource, c'est un moyen de travail. Ce n'est pas l'ennemi du professeur. C'est un complément d'apprentissage pour les étudiants. C'est quelque chose qui arrive. Ils l'ont dans leur poche, ils l'ont dans leur tête. Ça, c'est une réalité. Il faut arrêter de se battre contre les moulins à vent. Par contre, il faut l'adapter, il faut l'adopter. Il faut les aider à comprendre que c'est une ressource et non pas un complément, qu'elle ne va pas vous remplacer et surtout qu'elle ne va pas les remplacer. Ils doivent l'utiliser et pas s'en servir. La différence, elle est de taille. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a voulu faire ce panel avec des gens de l'intelligence artificielle et des gens de la langue. Parce que aujourd'hui, on en parle tout le temps de l'intelligence artificielle. Eux, ils en parlent dans leur coin. Nous, on en parle dans notre coin, comme si c'était la guerre. C'est pas la France, Angleterre, ici, au XVIIIe siècle. Non. La calculatrice, c'est une avancée énorme. Quand la machine à vapeur a été inventée, on a dit « Ah, ça va tuer l'emploi des gens ». Eh ben non. Ça a permis de libérer les gens de tâches qui sont basses pour pouvoir faire des choses plus importantes. La calculatrice a libéré les ingénieurs du bout de papier et du stylo. On se souvient tous des images des premiers ingénieurs de la NASA qui faisaient leurs calculs à la craie sur des murs, des tableaux et des tableaux. Voilà. Oui, voilà. Et comme on l'a déjà dit, nous, très souvent, c'est ce que j'avais dit hier à la télé, pour nous, en fait, la technologie, c'est un outil de travail. Vous tous ici qui êtes présents, qui avez peur de l'intelligence artificielle, vous êtes en train déjà de l'utiliser. Elle est à votre service. Zoom, qui nous a sauvés tous de la crise pendant Covid, sinon on aurait fait la manche dans la rue, c'est de l'intelligence artificielle. Notre travail aujourd'hui, on a accès à des marchés auxquels on n'aurait pas eu accès. On travaille plus vite, on gagne mieux notre vie. Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des parties de notre travail que l'intelligence artificielle va faire mieux que nous. Mais il y a des parties de notre travail que l'intelligence artificielle ne va pas faire. Et on a besoin de travailler avec ces gens-là pour leur dire, voilà, ça c'est quelque chose que nous on fait, voilà comment ça se passe, voilà comment vous pouvez nous remplacer sur ça. Comme ça, vous avez une meilleure intelligence artificielle et on travaille tous ensemble. Il faut regarder vers l'avenir. Donc, soyons optimistes, hein, techno-enthousiastes. Voilà, voilà. On n'est pas technophobe, on est techno-enthousiaste, optimiste, et on garde toujours la phrase de Mariam que je retiens, c'est de remettre l'humain au cœur de tout, mais pas uniquement dans l'intelligence artificielle, dans la vie de manière générale. Des fois, on voit, là je vais déraper un peu, perte de la valeur de ce qui fait l'être humain. Donc, il faudrait remettre ça au cœur des choses. Et nous, on est un métier qui vraiment est basé sur la valeur de l'être humain. On travaille avec des gens, on transmet les tripes des gens.
Quand les gens parlent, ils parlent avec leur tripes et nous, on transmet ça. Aujourd'hui, le dernier reproche que je vais faire à l'intelligence artificielle, vous pouvez ramener ça dans vos salles de réunion, l'intelligence artificielle qui travaille sur les métiers de langue et les métiers de créativité, en fait, c'est l'intelligence artificielle de l'homme blanc aujourd'hui. Elle travaille sur les langues de l'homme blanc, elle remplit les besoins de l'homme blanc. Donc, quand on me dit que l'intelligence artificielle peut interpréter un discours, oui, elle interprète le discours de quelqu'un qui parle une langue d'homme blanc, le français, l'anglais, l'allemand, moins l'espagnol et l'italien quand même. Hein. Et dès qu'on dépasse ce cadre, moyen. Et surtout, elle sait interpréter les discours de quelqu'un qui est natif de la langue, qui maîtrise son sujet, qui ne fait pas de fautes. Nous, tout ça, on n'a pas ce biais, comme tu disais. Ça, c'est l'un des biais de l'intelligence artificielle, Kélim. Nous, on traduit toutes les langues, on traduit tout ce qui se passe. Quand quelqu'un, un intervenant, fait une faute, nous, on ne fait pas la faute. Quand un intervenant n'utilise pas forcément le bon mot, nous, on corrige avec le bon mot, sans trahir le message. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, dans la salle, il y avait arabe, français, anglais, italien, espagnol, on a allemand, et on avait le portugais en ligne, justement. Donc, l'intelligence artificielle, elle a du chemin à faire. Donc, nous, on a besoin que vous grouillez un petit peu pour nous rattraper et nous aider. Sur ce, mesdames et messieurs, il y a une pause café dans la salle à côté. Merci à tous. À la prochaine.